Eh bien, bonsoir et bienvenue à ce webinaire de l'Association française pour l'information scientifique. Et ce soir, précisément, nous allons parler de recherche clinique. La recherche clinique, pourquoi et comment, le besoin de preuves, le besoin d'éthique, par Gilles Roche, le docteur Gilles Roche. Alors Gilles Roche, le docteur Gilles Roche, c'est un ancien clinicien et enseignant au CHU. Sa carrière a été extrêmement riche. On peut dire que il a eu une double carrière, hospitalo-universitaire, puis dans l'industrie pharmaceutique en France, en Chine et à l'international. Voilà. Bonsoir, merci Michel, merci Jean-Claude et merci à la FIS de m'inviter à parler de ces sujets que j'aime bien. Voilà, donc la recherche clinique, c'est quelque chose dont les gens entendent parler, mais je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. J'ai eu des surprises assez extraordinaires en discutant avec des gens qui connaissaient pas spécialement le sujet, de voir à quel point c'était un domaine, une terra incognita pour eux. Donc je pense que c'est pas du luxe de dire ce que c'est déjà avant de détailler, hein, d'aller dans les problématiques de la recherche clinique, parce qu'il y a énormément de problématiques, hein, il y en aura toujours, et définir et aussi dire pourquoi on fait de la recherche clinique. Hein. Donc j'ai commencé par ça. Pourquoi on fait de la recherche clinique? Alors oui, la recherche clinique d'abord, hein, la définition, c'est tout ce qu'on va faire, qui soit scientifique, hein, de préférence, chez l'être humain, qui va permettre de comprendre les maladies déjà, hein, de comprendre la physiopathologie des maladies et de travailler sur les stratégies de prévention, de traitement et de diagnostic d'un certain nombre de maladies. Donc voilà, c'est clair, hein, recherche clinique, c'est clinique humaine. Ça ne comporte pas ce qui est fait chez l'animal ou in vitro. Hein. Donc c'est transformer ce qu'on trouve au laboratoire en des traitements, des choses qui soient concrètes pour le patient, qui améliorent son état et qui, dans des conditions bien sûr garantissant la sécurité et la dignité des patients, ce qui est un point essentiel. Je vais donner deux raisons pour lesquelles il est important de faire de la recherche clinique, pour pas dire indispensable. La première, c'est que nous avons appris, et je mets à nos dépens, que les découvertes, et aux dépens des patients, que les simples découvertes biologiques, les mécanismes qui semblent séduisants et logiques des maladies et les intuitions ne suffisaient pas à conclure au fait qu'on avait des effets thérapeutiques. Hein, donc il y a de nombreux exemples. Donc il faut démontrer. Bien évidemment, je connaissais l'histoire de la Covid et des hydroxychloroquine, chloroquine et quelques dizaines d'autres traitements qui ont été proposés. Donc, je pense que tout ça, ça vous est familier. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau académique, hein, en dehors des gens qui bricolent dans leur coin, il y a eu de grosses erreurs qui partaient d'idées préconçues et basées sur des mécanismes. Et on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque quand on a commencé à faire des essais cliniques et des essais cliniques de qualité. Alors, l'essai CRASH, par exemple, on avait eu un dogme. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de réanimation médicale. En réanimation, c'est quand il y avait un traumatisme crânien cérébral, il fallait donner des corticoïdes. C'était obligatoire. Si on le faisait pas, on était un criminel. Il fallait diminuer l'édème de façon à, on connaît l'effet édémateux des corticoïdes, de façon à diminuer la pression intracrânienne et les séquelles. Bon, c'était pas un débat. Et il y a eu un essai très important, l'essai CRASH, avec corticothérapie ou sans corticothérapie, donc randomisé, etc., avec toutes les bonnes pratiques. Eh bien, on a démontré que, par ce grand essai, qu'il y avait plus de morts avec les corticoïdes que sans les corticoïdes, et plus de séquelles. Alors là, ça a été comme un choc. Alors il y a eu d'autres essais. Hein. Il y a eu l'essai CAS, c'est dans l'infarctus, quand il y a des morts subites, hein, des fois dans les infarctus du myocarde. Et il y a des troubles du rythme. Donc on s'est dit, c'est les troubles du rythme qui brutalement font arrêter le cœur. Et donc on s'est dit, on va donner systématiquement des antiarrhythmiques aux infarctus aigus. On l'a fait, c'était aussi un dogme, hein. On était criminel si on n'en donnait pas. Et on a finalement fait un très grand essai, l'essai CAST, qui a montré qu'en donnant des antiarrhythmiques aux infarctus frais, on avait nettement plus de morts qu'en n'en donnant pas, etc., etc. Hein, les autres cas, vous en avez d'autres, bon, je vais pas vous les... Mais c'était vraiment des convictions qui venaient pas de farfelus, hein, qui étaient admises dans les hôpitaux, dans les facultés, etc., qu'on enseignait. Hein. Donc ça refroidit quand même, et ça laisse penser qu'il y a rien n'est acquis. Il faut toujours, on ne prouve jamais trop les choses. La deuxième raison, c'est que
on n'a pas le choix, il faut avoir des éléments. Si on suit un généraliste, un médecin en général d'ailleurs, ne peut pas prescrire ce qu'il veut, contrairement à ce qui a été dit pendant la pandémie par exemple. La Covid-19 a été moyen de faire sortir des choses extraordinaires, parce que la liberté de prescription en fait n'existe pas. Il y a liberté de prescription à condition de suivre l'article 8 du Code de déontologie qui dit que on prescrit dans les limites fixées par la loi d'abord et compte tenu des données acquises de la science. Donc, si des données acquises de la science ne disent pas quelque chose ou disent le contraire, eh bien, on n'a pas le droit de prescrire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que il faut donc générer des données pour pouvoir justement avoir des données acquises de la science et pouvoir guider, faire des recommandations. Si un médecin dit, je sais que le traitement A est plus efficace que le B est recommandé par les instances habituelles de la médecine, je pense que le traitement B est plus efficace. Et en général, les gens disent, je sais qu'il est meilleur. J'ai des convictions, j'ai des bonnes raisons à moi qu'il est meilleur que A, qui est le traitement recommandé. On a vu ça aussi pendant la pandémie. Eh bien, non. Non, on n'a pas le droit. Il faut, si vraiment le traitement B est meilleur que le A, eh ben, il faut convaincre les confrères. Hein, il faut avoir des arguments, des raisons. Il faut avoir un dossier solide. Hein, on ne dit pas ça. C'est pas le seul fait de le dire ou d'avoir une conviction personnelle. Hein, donc ça, c'est très important de savoir que de toute façon, il faut suivre les résultats des grands essais cliniques et des recommandations qui en découlent. On va en parler. Alors, il y a la question de l'équipoise clinique. Hein. L'équipoise, vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là qu'on utilise à peu près que dans ce contexte. C'est quand il y a un peu équivalence globalement entre deux attitudes thérapeutiques et que les spécialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y a discussion, il y a débat, il n'y a pas eu consensus. En général, il y a consensus dans la plupart des cas. Et quand il y a équipoise clinique, dans ce cas-là, ça devient un peu plus compliqué. Et là, il y a des cas particuliers qu'il va falloir gérer. Un tout petit peu d'histoire, très rapidement. D'où vient cette note de la médecine moderne sur laquelle est basée la recherche clinique actuelle et l'evidence-based medicine dont on parlera beaucoup. Avant, on faisait des observations personnelles, des témoignages individuels. On extrapolait, on généralisait. Et Charcot, Freud ne faisaient que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas dit des choses intéressantes, surtout Charcot. Mais bon. Et puis, il y avait l'ancienneté de la tradition. Comme on faisait ça depuis des siècles ou 2000 ans, donc c'était forcément bon. L'ancienneté avait confirmé l'intuition. Et il y avait donc des choses extraordinaires, hein, c'est-à-dire que on saignait les gens, on pensait que se baigner dans le Gange, comme c'était un fleuve sacré, ça posait pas de problème d'infection, alors que c'est un foyer de diarrhée infectieuse inimaginable. On pensait qu'il y avait plus d'accouchements les soirées, les nuits de pleine lune, etc., etc. Il y en avait énormément, et bien évidemment, alors que c'était faux, puisque de grandes études ont montré que c'était faux, les gens se confirmaient chaque fois qu'ils voyaient quelque chose qui allait dans le sens de leur croyance, car c'était une croyance, il n'y avait pas de preuve, eh bien, ça confirmait leur hypothèse. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait contre, c'est pas la norme, c'est une exception, c'est une anomalie. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'en apportant des méthodes extrêmement beaucoup plus modernes en médecine, c'est-à-dire déjà savoir la cause des maladies, savoir comment fonctionne l'organisme quand il est malade, avoir des outils aussi de traitement qu'on n'avait pas, des moyens de diagnostic. C'est vrai qu'on a complètement transformé l'espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes, comme on peut voir. Et ça, c'est quand même indéniable et c'est lié à tout un ensemble de choses dans lesquelles, au-delà de la meilleure alimentation et de la meilleure hygiène, qui fait partie de la médecine, l'hygiène, ou l'alimentation aussi, d'une certaine façon, fait partie de la médecine, eh bien, c'est lié à toute cette prise en charge par des moyens extrêmement efficaces. Alors, comment il fallait sortir de ces histoires de preuves? C'est pour ça que, vous voyez, j'ai mis comme titre à cette diapositive, qu'est-ce que nous voulons comme médecine pour notre santé? Est-ce que nous voulons des preuves ou est-ce que nous voulons des croyances? Et comme on était dans la croyance, puisqu'on n'avait que ça, comment sortir? Donc il faut chercher des preuves. Donc raisonner, confronter les points de vue, utiliser les statistiques, on va voir que c'est fondamental, avoir des preuves concordantes, indépendantes, et se méfier de la nature humaine. Hein, car il y a des gens qui trichent, il y a des gens qui se trompent, il y a des fumistes, il y a des escrocs, etc. Donc il faut toujours se méfier. Hein, donc il faut chercher des preuves, les vérifier dans tous les sens avant d'être à peu près sûr de ce qu'on avance. Déjà, les cas individuels et les intuitions sont très précieux, hein, parce que ça va donner des idées. On a par hasard, c'est
pas tout à fait la sérendipité, mais ça peut y ressembler. On va voir, constater, si on a l'œil un peu exercé, certaines choses qu'on ne cherchait pas, et puis on va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose. C'est comme ça qu'on a découvert l'effet des corticoïdes, hein. C'était un hasard. Mais quelqu'un a vu qu'il y avait des effets, donc on va creuser, et après on va faire les études. Par contre, il faut faire les études après. Hein. S'il n'y a pas de validation, ça n'a aucune valeur, parce que le nombre d'idées comme ça et d'intuitions qu'on a eues et qui n'étaient pas confirmées, c'était l'immense majorité. Alors, ça allait en parallèle que quand la médecine moderne a émergé progressivement. Hein. On n'a pas le temps de raconter l'histoire, mais quelques points quand même. En même temps, la société évoluait. Hein. Il y avait quand même eu Descartes la nécessité d'une méthode pour arriver pas à la vérité avec un grand V, hein, j'ai pas mis grand V, à certaines vérités. Donc, il faut des méthodes. Et après, il y a eu le siècle des Lumières où on a dit, il faut peut-être qu'on raisonne par nous-mêmes. On va arrêter peut-être d'avoir des idées toutes faites venant du pouvoir et venant des religions. Et puis, il y a eu le positivisme après, hein, avec le fameux docteur Robinet qui a été quand même un précurseur. Et puis Claude Bernard, bien sûr, qui a, avec la méthode expérimentale, qui a créé réellement les bases de la médecine moderne. Alors, il y a eu d'abord, et c'est très intéressant, de toute façon l'histoire de médecine c'est passionnant, il y a eu quelques approches qui en fait étaient déjà de la recherche clinique. Les saignées, un dénommé Hamilton voyait tous les gens qui mouraient sur les champs de bataille, et il s'est dit, on les saignait, hein, bien sûr, hein. Et quand quelqu'un perdait son sang tant que ça pouvait, on le saignait. Et s'il mourait, on disait qu'on n'avait pas assez saigné. Eh bien, il a dit, on va faire un groupe de gens qu'on saigne comme d'habitude, et puis les autres, on va pas les saigner. Il a eu une différence de mortalité énorme entre les deux groupes. Alors, c'était pas randomisé, hein, c'était juste déjà une approche, mais c'était un début. Pour le scorbut, ça décimait quand même les marines. Et si Nelson a gagné la bataille de Trafalgar, c'est en grande partie à cause du scorbut, parce que les Anglais avaient une prévention du scorbut. Un dénommé James Keen a fait des groupes de deux marins seulement, à la fois. Il les a traités avec différents types de régimes alimentaires. Il y en a un qui avait des agrumes, ils étaient que deux marins, et ceux-là ont survécu, tous les autres sont morts. Parce que c'était mortel, le scorbut, hein, attention. Bon, la fièvre puerpérale, etc., le cancer du poumon, le tabagisme, les conditions sanitaires avec la célèbre infirmière Florence Nightingale, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, il y a eu des gens qui faisaient déjà des comparaisons de groupes, pas du tout avec une méthode rigoureuse comme maintenant, mais il y avait de l'idée quand même. Et ils trouvaient des choses extraordinaires, déjà. Alors évidemment, on va pas mettre la recherche clinique à tous les niveaux. Est-ce que pour montrer qu'un parachute est utile quand on saute d'un avion, il faut faire une étude randomisée avec et sans parachute? Peut-être pas. Hein. Et ça, c'est un argument qui est donné par les gens qui critiquent la recherche clinique, comme a fait Didier Raoult. C'est un exemple qu'il aime bien. Alors, on va arriver donc à l'evidence-based medicine. Alors, quand on dit evidence, c'est en anglais, hein, ça ne veut pas dire évidence. Il n'y a pas d'évidence en médecine. Hein, il y a des preuves. C'est le terme anglais qui veut dire preuve. On dit en français la médecine basée sur les preuves. On ne dit pas la médecine basée sur des évidences, hein, surtout pas. Alors, c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce qu'on dit toujours evidence-based medicine. Hein, ça, voilà. Bon, faut juste savoir que c'est pas de l'évidence. Bon, ça a commencé avec les Canadiens, très rigoureux, avec la Cochrane Collaboration, et on a élaboré tout un ensemble de méthodes, de principes, etc., où il fallait baser les décisions, arrivant au fait qu'il fallait baser les décisions cliniques non seulement sur des connaissances théoriques, sur de l'expérience, hein, j'ai vu ça chez mes patients, j'ai vu que ça marchait, donc c'est bon, mais qu'il fallait des preuves scientifiques, tout en tenant quand même compte des préférences des patients. Malgré tout, même une fois qu'on a fait les grosses études, le rouleau compresseur de la recherche clinique. Et toujours en étant extrêmement critique de tout ce qu'on faisait et de tous les résultats qu'on avait. Alors, en evidence-based medicine, on va chercher des preuves, hein, on va les trouver ou pas, et elles vont avoir plus ou moins de force, elles vont être plus ou moins convaincantes. Alors, le niveau A, c'est le maximum, hein, c'est-à-dire que la preuve scientifique est établie, jusqu'à ce qu'on démontre qu'elle est fausse, mais enfin, au moment donné, dans les connaissances actuelles des choses, la preuve est établie. Dans les conditions d'expérience dans lesquelles on a fait les études, toujours le rappeler, si on modifie certains critères, et là on verra donc le problème des études cliniques par rapport à la réalité des patients en liberté, c'est vrai qu'on peut avoir des choses différentes. Alors, et puis le moins c'est grade C, très faible niveau de preuve. On a l'impression que, mais franchement on n'a aucune preuve. Alors quand on peut pas avoir, on n'a pas des preuves de tout, hein, et c'est pour ça que parfois on se trouve en face de patients pour lesquels il va quand même falloir proposer quelque chose, alors qu'on n'a pas la réponse. Donc, en l'absence d'études, la règle, c'est qu'on va se baser sur un consensus des experts qui se réunissent, qui font des conférences de consensus et qui vont vous dire, bon, on n'a pas une preuve très formelle, mais en attendant, on n'a pas mieux
nous sommes d'accord entre nous pour que telle attitude est la meilleure. Ça, bon, c'est la pyramide classique, hein. En bas, vous avez les reports de cas individuels, vous avez les papiers d'opinion, vous avez l'animal, etc. Et puis au maximum, vous avez les essais cliniques, les essais contrôlés randomisés, les ERC, c'est randomisé contrôlé, et puis les méta-analyses après, parce qu'une étude, c'est une étude, même si elle est d'excellente qualité. Si on en a plusieurs, qu'on fait une méta-analyse et qu'on arrive à une concrétion de différents résultats d'études, bah, c'est encore plus fort. Juste rapidement, on ne va pas détailler tout ça, mais ça va de soi, hein. Vous avez le côté anecdotique à gauche et à droite, les essais cliniques. À gauche, il n'y a pas de comparaison, il y a des biais à pas savoir que faire, c'est des cas exceptionnels qu'on rapporte, hein, des histoires de chasse, on disait en médecine, très subjectifs, etc., et souvent du rétrospectif. Et à droite, on est dans le sérieux. Donc les anecdotes ne sont pas des preuves scientifiques, les témoignages ne sont pas des preuves. Bien évidemment, mais ça, je pense que à la FIS, tout le monde en est convaincu. Alors, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de pièges dans la recherche clinique. Je ne vais pas tous les détailler, hein, on n'a pas le temps. Mais il faut déjà avoir les résultats de tous les essais cliniques, même quand ils sont négatifs. Et aujourd'hui, c'est une obligation. Il y a une base de données d'essais cliniques européenne, EUDRACT, CT, ça veut dire Clinical Trials, dans lesquels on rapporte tous les essais cliniques qui ont lieu. Déjà, on doit les déclarer. Donc, ils passent pas à l'as. Et après, on doit mettre les résultats, même s'ils sont négatifs. Ça, c'est assez récent, mais enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et en pratique, quand on fait des essais cliniques, après, les experts vont se mettre ensemble parce qu'il peut y avoir des essais cliniques divergents. Il va y avoir des conférences de consensus nationales et internationales qui vont conclure, émettre les recommandations, donc, comme on a vu de A à C, en sachant que rien n'est définitif, que tout peut évoluer, car rien n'est fixe en science. Et après, il va falloir, c'est bien d'avoir des recommandations, après, il faut les intégrer dans la pratique clinique courante. Donc la recherche clinique, elle a pour but de se déverser, d'irriguer la pratique clinique. Et donc, elle va compléter la pratique médicale, elle va pas la remplacer, mais elle va apporter des éléments essentiels pour arriver à faire une meilleure médecine. Ce qui fait que, fini les opinions de chapelle, parce qu'avant, quand j'ai démarré ma médecine, il y a quand même pas mal de temps, on avait des dogmes à Strasbourg qui étaient complètement contredits à Bordeaux et encore plus à Lille. Il y avait des chapelles, hein, et il y avait le professeur machin qui disait ça, il s'agissait pas de dire le contraire. Et il disait des choses contradictoires, donc là, faut expliquer quand même. Et tout le monde n'avait pas raison. Hein, on affirmait, et puis l'argument d'autorité, hein, c'était le mandarinat, qui n'a pas complètement disparu d'ailleurs, et que j'ai bien vécu avant 68. L'argument d'autorité, c'est quelque chose d'épouvantable, hein. C'est une dictature mentale. Et alors oui, tout ce dont on va parler en recherche clinique, c'est pas que les médicaments, hein. C'est les diagnostics, c'est les dispositifs médicaux, c'est la chirurgie, bien évidemment, et toutes les méthodes, hein. Alors, rapidement, donc c'est la recherche appliquée, hein, par rapport à la fondamentale. Je vais aller plus vite. Alors, avant la clinique, la recherche clinique, il y a la préclinique. La préclinique, c'est tout ce qu'on va faire in vitro, chez l'animal, etc. On va faire de la mutagénicité, de la toxicologie, d'état de la pharmacologie animale, pharmacocinétique, etc. On va faire plein de choses. Ça, ce n'est qu'indicatif. Toute la préclinique a pour seul but d'autoriser à faire ce qu'on appelle le first in man, c'est-à-dire la première administration à l'homme, injection par voie orale. On va constituer un corpus de prérequis qui doit être suffisamment solide. Il y a des règles, hein, d'ailleurs, pour le faire, pour que les autorités donnent le droit de donner le produit à l'homme. Et là, il y a deux autorités principales. Il y a le comité d'éthique dont on parlera, les CPP, Comité de protection des personnes, et il y a l'Agence française du médicament, Agence nationale de la sécurité du médicament. Alors, pour établir des preuves, il faut une des bases, c'est la statistique. Et là, on voit bien que l'evidence-based medicine, elle s'intéresse au collectif, à des grands groupes de patients. Elle s'intéresse pas à un individu isolé. Un individu isolé peut avoir un comportement donné, ça ne va pas faire une règle. Donc, on se fie au grand nombre. Et là, on voit déjà une ambiguïté. On va dire, mais attendez, c'est bien gentil, vous parlez de collectif, tout ça. Moi, j'en ai rien à faire du collectif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi-même, c'est mon cas personnel, et peut-être qu'il est différent des autres, et pourquoi je suivrai tout. C'est bien gentil de dire ça, mais quand on se retrouve devant un cancer de je ne sais pas quel organe et qu'on va choisir un traitement, on va se baser sur quoi? On va se dire ce monsieur ou cette dame est particulière, par conséquent, on va pas lui donner comme aux autres? Ou est-ce qu'on va dire, dans 90% des cas, on guérit les patients, il y a 10% qui échappent. Ah oui. Elle est peut-être dans les 10%, la personne. Mais bon, mais dans le doute, là, on va faire jouer les probabilités et on va dire, on va donner s'il y a le plus de chances de marcher ou de pas être toxique. Et donc ça, c'est essentiel, hein. Et un petit mot quand même, c'est une notion dont je trouve qu'on ne parle pas assez, notamment dans les milieux qui s'occupent des essais cliniques, il y a les essais explicatifs et les essais pragmatiques. Un essai explicatif,
il va être dans des conditions extrêmement strictes, avec des patients extrêmement homogènes, des critères très, très stricts de sélection, etc. Par contre, c'est extrêmement artificiel, hein, c'est pas la vraie vie, c'est pas la population générale, par exemple des diabétiques de type 2 qu'on va avoir. On va avoir des diabétiques de type 2 qui ont telle et telle et telle et telle caractéristique et pas telle autre. Donc, par contre, ça va permettre de bien comprendre ce que fait le traitement, si on parle d'un traitement. Hein. Et l'essai pragmatique, parce qu'on fait les deux types d'études, hein, les deux sont complémentaires. L'effet pragmatique, on va se mettre dans des conditions beaucoup plus larges, on va admettre des patients beaucoup plus variés, on va être beaucoup plus proche de la vie réelle. Et on aura besoin d'avoir des essais explicatifs et des essais pragmatiques, ou des essais qui font les deux à la fois, ça c'est l'idéal, c'est économique, avant de mettre le produit sur le marché. Alors ça, je vais pas vous détailler cette diapositive, c'est juste pour vous montrer que dans les essais cliniques, il y a des principes de base, objectifs clairs, bien définir la population, il faut du comparatif randomisé en double aveugle quand on le peut, des fois on peut pas faire de double aveugle. On est d'accord. Il faut avoir une bonne puissance statistique, des risques alpha et bêta bien contrôlés. Il faut savoir quelle différence on veut mettre en évidence, quel est le delta qu'on veut mettre en évidence. Attention au biais, il faut monitorer très scrupuleusement. Il faut faire des contrôles de qualité, des audits. Il faut ensuite faire des rapports détaillés et il faut faire de préférence des études multicentriques. C'est très bien une étude dans un centre, mais il peut y avoir une erreur. Il y a ce qu'on appelle des effets centres d'ailleurs quand on fait des multicentriques. On va peut-être avoir un centre d'investigation qui a un comportement différent des autres. Un truc atypique. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais en tout cas, si c'était le seul centre qu'on ait choisi, on aurait eu des conclusions fausses. Et de préférence internationale aussi. Alors, si on a un peu de temps, on parlera des études internationales. Et puis, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs études indépendantes les unes des autres et de qualité. Si on a deux, trois grosses études de phase 3 très solides qui sont complètement indépendantes et qu'elles donnent la même chose, on aura tendance à avoir beaucoup plus confiance dans les résultats. Et on saura qu'il y a toujours des risques de fraude, d'où l'intérêt d'avoir toutes ces précautions. Alors, un petit mot de l'effet placebo, il faut quand même en parler à un moment ou à un autre. C'est perturbateur dans les essais cliniques. Hein. C'est l'effet qu'un médicament, je dis médicament, mais encore une fois, c'est plus large, hein, mais c'est pour simplifier le discours. C'est l'effet positif que va donner un médicament alors qu'il n'a rien d'actif. Il n'a rien d'actif, de pharmacologiquement actif, comme on dit. Mais par contre, ça va donner peut-être 20-30% d'amélioration sur certains symptômes. Alors, il faut d'abord savoir que, avec l'effet placebo, on ne va améliorer que des symptômes fonctionnels, des douleurs, des nausées, des vomissements, des choses comme ça, la fatigue. On ne va pas traiter une septicémie à staphylocoque doré, ou un infarctus du myocarde, ou un glioblastome. On ne va s'adresser qu'à des petites bricoles. Et en gros, d'ailleurs, quand on voit les symptômes sur lesquels joue l'effet placebo, c'est les mêmes que ce que j'appelle les MBC, c'est les médecines basées sur les croyances par rapport aux médecines basées sur les preuves. Donc, l'effet placebo, c'est quand même pas, ça va pas chercher très très loin en termes d'efficacité. Hein. Alors évidemment, on est content d'alléger les symptômes, il n'y a pas de question. Hein. Et c'est très variable selon les individus. Il y a le rôle, il y a des choses qui favorisent, notamment la confiance dans le médecin et tout ça. Donc, et d'ailleurs, on sait que quand un médicament sur ordonnance devient disponible sans ordonnance, bah, comme par hasard, les patients trouvent qu'il est moins efficace parce qu'il y a eu le geste de la prescription. Donc ça, c'est très important, il faut l'annuler, d'où le double aveugle. Alors, juste un petit mot d'histoire de la médecine quand même. Il y avait un escroc, Elisha Perkins, qui commercialisait des extracteurs, parce qu'il extrayait de l'énergie qui était responsable de douleurs, de maux de tête. Et il éliminait le fluide électrique nocif qui est la cause. Donc, il avait fait un alliage très spécial, et puis il consultait, il vendait ses baguettes, etc. Et il a fait fortune. Et il y a un petit malin, c'est souvent les anglo-saxons d'ailleurs hein, qui ont résolu les problèmes rationnels, qui a fait une expérience en aveugle. Alors, il a utilisé des faux extracteurs, il a utilisé de tout, du bois, de la porcelaine, du machin, tout ce qu'on veut, et il les a mis à différents endroits, pas spécialement où l'autre les mettait. Il a eu exactement les mêmes résultats. Il avait démontré l'effet placebo. Alors, principe de base, il faut un protocole très solide et très précis, double aveugle et randomisation autant qu'on peut, un comparateur bien évidemment, et les données doivent être fiables, doivent être traçables, on doit pouvoir les récupérer. Le dossier des médecins dans les services hospitaliers, souvent c'est à l'hôpital, pas que, mais on doit pouvoir aller les voir, les consulter, et c'est ce qu'on fait quand on fait des audits, on retourne au dossier individuel des patients. Il faut aussi qu'ils soient sécurisés, ces données. Il y a une question de confidentialité des données, ça c'est encore un sujet dont on pourra parler si on a un peu de temps. Voilà, donc, et reproductibilité, bien évidemment, hein, il faut que ce qu'on trouve puisse être retrouvé par d'autres équipes. Alors, les différentes phases, vous en avez tous entendu parler, c'est une aventure, hein, un développement clinique de quelque chose. La phase préclinique, on est d'accord, c'est l'in vitro, l'in vivo, etc. On va démontrer une plausibilité biologique et un minimum de sécurité. Je vous ai dit, on va faire de la tox, on va faire de la mutagénicité et autres. Si
ça a l'air bien, si le dossier est correct, on va passer à l'humain et on va rentrer en recherche clinique. Et là, il y aura la phase 1, c'est la première chez l'homme. Alors attention, là, on est dans ses petits souliers. On prend quelques dizaines des volontaires sains, hein, sauf les anticancéreux. Il n'est pas éthique de les utiliser chez des non-cancéreux, donc on attaque directement chez des cancéreux. On serait plutôt avancé d'ailleurs. Donc il y a la DUA, c'est la dose unique ascendante. On prend une dose, ensuite on monte par palier. Et puis après, une fois qu'on a obtenu une dose maximale tolérée, la DMT, on va faire des doses répétées, hein, pour voir si on en donne tous les jours. Et voilà. On va commencer à avancer pour savoir comment utiliser le produit et voir si la DMT est trop basse, eh ben, le produit il sera mort, hein, parce qu'on n'atteindra pas l'efficacité à des doses non toxiques ou pas trop toxiques. Et on va regarder également toute la pharmacocinétique et la pharmacodynamie, PKPD, dans l'organisme humain, c'est-à-dire comment se comporte le produit en termes de demi-vie, d'air sous la courbe, d'élimination urinaire, par quel moyen, etc. La phase 1, elle prépare la phase 2. Hein. La phase 2, c'est exploratoire, mais là, on est chez les malades. Hein. On en a déjà plusieurs centaines de malades, et on va vraiment essayer de cerner l'efficacité. Et même l'indication, des fois, on va essayer plusieurs indications en phase 2 différentes. On va trouver la bonne dose, on va faire ce qu'on appelle le dose finding, trouver la bonne dose, le dose ranging, hein, parce qu'on va faire différentes doses accroissantes. On va apprécier le rapport bénéfice-risque, et on va aussi regarder le comportement chez un insuffisant rénal, un hépatique, les personnes âgées, etc., pour voir s'il n'y a pas des comportements différents. Donc tout ça, c'est de la phase 2. Donc c'est considérable, la phase 2. Elle doit être très, très, très bien faite. Si la phase 2 a été mal faite, la phase 3 va pas être bonne. Et après tout ça, ça prépare la phase 3. La phase 3, c'est la confirmation. Là, c'est le rouleau compresseur en termes de moyens financiers et de ressources humaines pour faire des études extrêmement lourdes qui doivent être d'un niveau de qualité extraordinaire, qui vont être les études, hein, il n'y en a pas qu'une forcément, elles vont être la clé de voûte du dossier d'AMM. Donc, on va comparer un traitement de référence. S'il n'y a pas de traitement de référence, on va comparer un placebo. Et là, on va discuter. Alors là, il y a des aspects éthiques, notamment dans les pays de développement. Quand le traitement de référence et pas si on met des centres d'études cliniques en Afrique par exemple où le traitement de référence est horriblement cher, n'est pas disponible, on va se dire on peut peut-être faire un placebo. Grosse discussion éthique d'après la déclaration d'Helsinki, mais la dernière version de 2013, on n'a pas le droit. Voilà. Donc c'est compliqué, hein, très vite. Ça a l'air simple, mais donc la phase 3, c'est prospectif bien évidemment, hein, on fait pas de rétrospective, c'est randomisé. C'est très long, c'est très coûteux. Ça coûte des centaines de millions d'euros, hein, une phase 3. Donc, on a des milliers de patients, pour pas dire 20 000, 30 000. Et ce sont des études multicentriques, absolument. Autant en phase 2, on peut être en centre unique ou nombre limité. Phase 1, souvent, on est dans un seul centre, hein, ou pas. Ça peut être un seul. Et de préférence internationaux, parce que très vite, on va se trouver avec des problèmes de diversité ethnique ou culturelle qui vont faire que les gens vont peut-être pas réagir de la même façon au traitement. Donc il faut très vite, et les gens de ces pays-là, bon, moi j'ai beaucoup travaillé en Asie, hein, coordonné notamment les réflexions sur les essais asiatiques. Il est certain que dans un pays donné, si vous n'avez pas des patients du pays donné qui ont été traités avec des résultats, les gens ne voudront pas accepter le produit. C'est le cas notamment au Japon, ils sont intransigeants. Il faut beaucoup d'études japonaises pour que le produit soit accepté au Japon. Ils disent mais non, nous on n'est pas pareil. Et après, c'est l'AMM, hein, si tout va bien. Et après, le produit, il est commercialisé, mais la recherche clinique n'est pas terminée. Là, on est dans la vie réelle, le produit est sur l'étagère des pharmaciens, mais le produit est dans la vie quotidienne, sur prescription, j'imagine en général, quand il s'agit de produits s'adressant à des choses sévères. Mais là, on va continuer à suivre le produit. On va faire de la pharmacovigilance et on va même peut-être suivre des cohortes de patients, de façon à continuer à le surveiller. C'est-à-dire qu'on le lâche dans la circulation, mais avec un élastique. Hein. On va continuer à regarder l'efficacité réelle et surtout, on va recueillir les effets indésirables, ceux qu'on n'avait pas vus, notamment les effets indésirables rarissimes. Si vous avez un cas sur 100 000, et ça arrive, hein, dans les histoires immunoallergiques notamment, vous le saurez pas en faisant 30 000 patients. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle tout le suivi post-commercialisation, qui est un travail énorme et qui est fait bien sûr, qui fait partie intrinsèque de la recherche clinique. Bon, l'efficacité, j'avance, hein, on reviendra si vous voulez. Il y a beaucoup de biais possibles. Hein. Déjà, il y a les risques alpha-bêta. Hein. Quand on dit qu'on a 5% de répondre à tort qu'il y a une différence entre les deux traitements, il y a 5%. Hein, on peut tomber dans les 5%. On n'est pas à 100% de résultats.
Le risque bêta, c'est le risque de conclure qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une. Donc tout ça, c'est des risques. Hein. Donc il y a des erreurs possibles. Alors il y a plein de biais. Il y a l'effet Sand dont j'ai parlé. Et puis il y a de la fraude possible, etc. Alors je vous ai pas listé toutes les sources d'erreurs. Hein. Ça aurait été la conférence. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par des essais cliniques. Hein. Il y a le promoteur, celui qui est l'incitateur de l'étude. Hein. Ça peut être une université, ça peut être l'industrie pharmaceutique souvent, des pouvoirs publics, c'est rare. Il y a l'investigateur, celui qui, dans son centre, avec ses patients, va faire l'étude. Les attachés de recherche clinique, métier qui est sorti en 1900, à partir de 1988, à partir de la sortie de la loi Hurier-Seruskla. On a dit, bah oui, des gens pour monitorer les études, hein, c'est bien beau, et c'est devenu un nouveau métier. Donc il y a des armées d'attachés de recherche clinique, les ARC. C'est eux qui sont garants de la qualité, ils sont formés à la qualité, aux méthodes, etc. Il faut des biostatisticiens, il faut des comités d'éthique. Et bien sûr, il y a les patients qui sont concernés par la recherche clinique, qui sont essentiels. Et il faut qu'ils aient confiance. Sinon, ils n'entrent pas dans l'essai, ils sont pas obligés. Hein. Pareil, là, je vous ai mis une liste. Je ne vais pas vous détailler ce qui est marqué dans cette diapo. J'ai mis un peu tout ce qui me semblait être les grands défis actuels de la recherche clinique. La quantité énorme de données et de l'intelligence artificielle, bon, c'est évident que ça va apporter des choses, hein, énormément. Ça a changé déjà la recherche clinique. Les thérapies ciblées, on va cibler tel et tel récepteur ou biomarqueur. Ça, on est en plein dedans. Gestion des crises, on a bien vu que quand il faut aller vite, regardez la Covid, on vous dit, mais non, attendez, les patients vont mourir, on donne n'importe quoi parce qu'il y a urgence. Non, parce que si on donne n'importe quoi, on va peut-être pas faire du bien aux patients. Hein. Et donc, il faut des procédures spéciales, il faut des procédures accélérées, d'ailleurs, d'une manière générale. Hein. La médecine personnalisée est essentielle, j'en parlerai peut-être un peu. Les tests compagnons, c'est-à-dire on teste un moyen diagnostique en même temps qu'on fait l'étude clinique. Les maladies rares, bien sûr, et le statut de médicament orphelin. En fait, c'est pas le médicament qui est orphelin. Hein. On dit médicament orphelin, c'est la maladie qui est orpheline. Et l'orpheline de traitement. Le médicament, le pauvre, il est orphelin de rien du tout. Mais on dit médicament orphelin, on dit orphelin de drogue. Bon. La pédiatrie, c'est très spécial. On n'a pas fait assez d'essais pédiatriques parce qu'il y a des problèmes éthiques et c'est compliqué. Du coup, les enfants n'ont pas de posologie adaptée. Enfin, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, il y a des programmes spéciaux incitant à faire des études en pédiatrie. Il y a les études à l'hôpital et les études en ville aussi, c'est ce qui se développe. Les INM, c'est les interventions non médicamenteuses. Tout ce qui n'est pas médicamenteux et ce qui est, alors on va mettre, prenons les coupeurs de feu par exemple. On considère tous qu'il n'y a aucune validité, on n'a jamais montré qu'ils avaient le moindre effet. Mais il y a des pratiques. Et il y a des services de cancérologie qui envoient des patients, parce qu'ils savent pas quoi en faire, qu'on mal, voir des coupeurs de feu. Et si on faisait une étude pour montrer, voir si ça marche ou pas, est-ce qu'on peut séparer le bon grain de l'ivraie? Donc là, il y a des grosses démarches actuellement en cours pour essayer de voir ce qui peut être tiré d'affaire parmi ces INM et qui a un véritable intérêt pour les patients. Alors, bioéquivalence et générique, bon, on a vu l'histoire du lévothyrox, c'était quand même un générique, hein, c'est-à-dire qu'on a changé deux excipients, hein, et ça fait des drames. Et alors qu'il y avait des études de bioéquivalence, ça veut dire le générique c'est équivalent au produit princeps. Des fois on dit attendez, faut peut-être faire travailler mieux les dossiers, les essais centralisés, le financement, l'indépendance hein, scientifique quand on fait les essais, et puis recruter les patients. Il faut que les gens acceptent, surtout quand il y a un placebo. On va leur dire on va vous tirer au sort et vous avez une chance sur deux de rien avoir. De pas avoir le produit qui est peut-être la révolution thérapeutique. Ah, il faut qu'ils acceptent, hein, faut leur expliquer, c'est pas évident. Et puis bien sûr, après tout ça, ça va jouer sur la fixation des prix après. Un petit mot là sur la médecine personnalisée. Vous avez au milieu un groupe de gens qui ont le même diagnostic et on leur donne la même prescription. Vous avez un cancer du sein, madame, le traitement de première intention, c'est ça. Enfin, c'était ça jusqu'à il y a 15 ans, 20 ans. Vous avez une hypertension artérielle, ben on va commencer par vous faire ça, le régime des sodés, après on va vous donner peut-être un diurétique ou un anticalcique, un inhibiteur d'enzyme de conversion, un bêta-bloqueur, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que les patients ne résistent pas tous à ce traitement de la même façon. Il y en a, en gros, 4 catégories. Il y a ceux qui sont en haut à droite, par exemple. Le produit est toxique et il apporte rien. Ah, ça aurait été bien de le savoir avant, comme ça on n'aurait pas donné ce traitement, on serait passé tout de suite à un autre. Est-ce qu'on peut savoir avant que ce produit va pas être efficace et va rendre le patient malade comme un chien? Celui en bas à droite, le produit est très bien toléré, mais il sert à rien. Bon, c'est pas très intéressant non plus de le donner. Est-ce qu'on peut prévoir la personne qui va être bleu clair et qui va entrer dans ce groupe? En haut à gauche, la droite, le médicament il est toxique, mais il est efficace. Ah,
Là, on va peser le risque, le rapport bénéfice-risque. Là, c'est intéressant, hein, parce que si on est dans quelque chose, dans une impasse thérapeutique, certains cancers, etc., on va peut-être être content de l'utiliser, même s'il est toxique, et on va essayer de voir comment gérer la toxicité. Et puis, si on n'y arrive pas, bah, tant pis, on se passera du produit. Et en bas à gauche, ah, c'est l'idéal. Il n'est pas toxique. Non, pardon, mais je me suis trompé là. Il est pas toxique et il est bénéficieux. Tiens, bon, enfin, peu importe. Vous avez compris. Hein. Là, il y a différents cas. Ça, c'est les cibles. Alors, vous avez ici une cellule et vous voyez le nombre de cibles possibles. Alors, je ne vais pas détailler. En oncologie, hein, vous voyez le nombre de cibles qu'on va pouvoir viser par des produits ciblés, des anticorps monoclonaux. Vous avez ici, dans des cellules cancéreuses, quand on segmente en fonction des mutations, vous savez qu'il y a des mutations dans les cancers, vous avez à droite une liste de gènes sur lesquels il peut y avoir une mutation. Ici, pour un cancer non à petites cellules, non-small cell lung cancer. C'est des cancers très difficiles à traiter, surtout quand on a attendu un peu. Voilà. Donc, vous vous rendez compte de la complexité. Donc, il va falloir, et vous n'aurez pas forcément le même effet du traitement suivant la variété génétique du cancer. Bon, il y a énormément de thérapies ciblées. Vous voyez, en 2005, il y en avait 5. On avait commencé avec le cancer du sein, je vous disais, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et maintenant, si vous, en fonction de vos récepteurs, estrogènes ou plus ou moins, R2 positif ou pas, on va vous donner un traitement ou un autre. Hein. On fait déjà du personnalisé depuis 20 ans. Et puis il y en a de plus en plus maintenant, c'est presque une majorité en cancérologie, hein, attention, en cancérologie. Voilà. Et après, quand on trouve un anticancéreux pour un cancer donné, on va peut-être chercher s'il n'est pas actif dans d'autres cancers, parce qu'il y a des cibles qui sont les mêmes. Par exemple, il y a un produit, un anticorps monoclonal, le pembrolizumab, ils ont des noms impossibles. Il a été approuvé dans les mélanomes avancés. Aujourd'hui, il a 22 indications de cancer différents. Et vous voyez, je passe là-dessus, on n'en sortirait pas. Les aspects économiques, bon, bah, les dépenses de R&D pharmaceutique, c'est énorme, hein, c'est des centaines de milliards de dollars américains. Donc c'est énorme, et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer. De toute façon, c'est ce que font les gens, hein, ils se lancent pas sans avoir bien réfléchi au pour et au contre pour essayer d'avoir le maximum de chances de succès, en sachant que souvent on se plante et qu'on arrête des produits en cours de développement et on a dépensé beaucoup d'argent pour rien au total. Alors, la réglementation pour la recherche clinique. Alors ça, j'ai préparé des diapositives sur la réglementation, l'évolution, mais ça, je les ai supprimées parce que c'est rasoir, si on n'est pas dans le truc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la loi Jardé, Olivier Jardé, le député, qui est en vigueur, hein, pour les recherches impliquant la personne humaine. C'est ce qu'on appelle maintenant les RIPH, recherche impliquant la personne humaine. Ça a changé de nom. Hein. Avant, c'était la recherche en biologie humaine, etc. Donc, ces recherches-là ont un cadre juridique très spécial, extrêmement strict. C'est l'article L 1121.1 du Code de santé publique. Alors là, on va considérer, dans le cadre de la loi Jardé, pour un médicament, prenons encore une fois, il n'y a pas les dispositifs médicaux dedans, par exemple, on va considérer 3 catégories en fonction du risque. Et on va pas du tout sur le plan comité d'éthique, sur le plan éthique, les considérer de la même façon. Il y a les interventionnels qui peuvent quand même, qui sont pas piqués des verres et qui peuvent quand même poser des risques, c'est pas important. Ça, c'est les RIPH1. Il y a les interventionnels aussi, qui comportent que des risques minimes, quasiment pas de risques et quasiment pas de contraintes. Bon, ça, on aime bien. Mais c'est pas forcément les révolutions thérapeutiques aussi. Et puis il y a les non interventionnelles, celles pour lesquelles, par exemple, on va juste faire des prises de sang aux patients pour surveiller certaines choses. Voilà, c'est de la recherche clinique. Ça, c'est les RIPH3. Donc déjà, on détermine ça. Pour les dispositifs médicaux, c'est en dehors de la loi Jardé, c'est un règlement européen qui s'applique pour les dispositifs médicaux, ce qui est très particulier. Je vous le détaille pas. Les maladies rares, bon, je vous en parle pas non plus, juste pour dire qu'il y a de plus en plus de médicaments pour les maladies rares. Hein. Il y a 10 ans, 15 ans, il y en avait très peu. Hein. Mais il y a eu énormément d'investissements de fait. Et j'étais pas mal impliqué là-dedans, d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien ce sujet, mais je vais pas vous le détailler. C'est des problématiques très particulières, les maladies rares. D'abord, parce qu'il y a très peu de patients. C'est très compliqué de faire des essais cliniques. En plus, au niveau industriel, on va faire des petites quantités de produits. Donc, ça va être très compliqué et très coûteux, etc. Alors, les considérations éthiques, ça va être le dernier élément important. Il y a eu un avis du Conseil consultatif national d'éthique de 2024, c'est récent, hein, l'avis 145, qui définit le cadre de l'évaluation éthique de la recherche clinique. C'est-à-dire, il faut favoriser la recherche clinique, il ne s'agit pas de lui mettre des bâtons dans les roues, mais par contre, il ne s'agit pas de négliger la protection des gens, qui reste la priorité. Par exemple, une chose importante, c'est que il faut, quand on regarde un projet d'essai clinique,
Bon, moi, je fais partie du comité d'éthique de Montpellier, du CPP. Donc, on en voit passer de toutes les sortes, et on voit passer tout ça, et on discute beaucoup de tout ça. Et moi, je regarde surtout la partie, je suis dans le collège 1, il y a collège 1 et 2. Je vais vous en dire un petit mot très rapidement. Et parce que c'est dans la recherche clinique, c'est quand même fondamental, cette partie éthique et ces fameux comités d'éthique. Et je regarde moi la partie scientifique et médicale principalement. Je regarde si le projet, le protocole tient la route, si la justification scientifique, les publications, ça soutient bien le projet, et si l'étude est ficelée d'une telle façon qu'elle a des chances de donner des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. S'il n'y a pas assez de sujets, si les définitions des patients, si plein de critères sont pas bien respectés, le protocole il va servir à rien. Donc on va dépenser de l'argent et surtout on va embêter des patients pour rien. Donc ça c'est pas éthique, d'inclure des patients dans un autre protocole qui a peu de chances d'aboutir. Il y aura quelques désagréments, il y aura etc. Et comme elle dit, oui, ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Donc ça fait partie de l'éthique, la qualité scientifique du protocole. Alors le nombre de sujets nécessaires, ça c'est essentiel. Si on part avec pas assez de patients, parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens de recrutement pour faire l'étude et qu'on veut la faire quand même, parce qu'on y tient, ça va pas être bien. Nous, on va dire non au niveau du comité d'éthique. On va dire non, vous avec ça, vous n'arriverez à rien, donc c'est pas la peine de la faire. Ou alors faites une étude multicentrique, mettez-vous avec d'autres de façon à pouvoir arriver à un effectif de patients qui tiennent la route. Souvent, ils aiment bien faire ça chez eux parce que c'est plus facile. Coordonner une étude multicentrique, c'est quand même une autre paire de manches. Voilà, la puissance de l'étude, c'est le 1 moins bêta. C'est 1 moins le risque bêta. Si on le fixe à 20%, comme c'est l'habitude, ça veut dire qu'il y a 80%. La puissance est de 80%. Donc, il y en a il y a un risque qui définit le risque, la probabilité négative, donc c'est un risque de, de conclure à une différence alors qu'il n'y en a pas, et l'autre, c'est de ne pas conclure à une différence alors qu'il y en a une. Alors, un petit mot quand même, vous en avez entendu ça dans la presse, c'était l'affaire Biotrial, c'était à Rennes, c'était une étude de phase 1 dans laquelle il y a eu une première administration à l'homme d'un médicament, il y avait toute la préclinique était correcte, il y avait tous les accords, et quand même un volontaire qui demandait rien à personne, 49 ans, donc pas tout jeune quand même, qui est décédé. Et il y a d'autres qui ont été malades, qui ont eu des troubles. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a, au jour d'aujourd'hui, si je peux dire, on ne sait pas. Et il y a eu des manquements dans la conception de l'essai, il y a eu quelques imprudences, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc l'affaire, elle n'est toujours pas jugée, elle est en jugement. Et aujourd'hui, le projecteur est mis en termes de responsabilité sur l'entreprise, qui est l'entreprise Bial, et l'Agence du médicament française, qui aurait peut-être pas dû accepter l'essai. Voilà, bon, là c'est juste pour vous dire que c'est pas un mythe, la notion de risque. Alors les CPP, les comités de protection des personnes, ils ont un rôle essentiel pour protéger les gens qui vont entrer dans des études cliniques. Et puis ils vérifient que tout est légal. C'est pour ça qu'on a des juristes. D'ailleurs, la présidente du CPP de Montpellier est une juriste. Donc tout est bien, tout est défini, le fonctionnement, tout ça, tout est extrêmement carré. Et le rôle des CPP, oui, initialement, oui, j'ai enlevé des diapos. Alors, initialement, c'était consultatif. On appelait ça les CCPP-RBH, les comités consultatifs pour la protection des personnes en recherche de biologie humaine. C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est décisionnel. C'est-à-dire que si un CPP dit non à une étude, l'étude n'aura pas lieu. Alors, il y a un recours, on peut toujours proposer à un autre CPP. Mais l'autre CPP, si le premier a dit non, il va probablement pas dire oui. Ou alors, faut qu'il ait des raisons solides. Et puis après, c'est terminé. On a juste droit à un recours, ce qui est bien d'ailleurs. Voilà. Et donc, nous avons des refus. Notre dernière réunion du comité, on a émis 2 avis défavorables à des essais. Alors, c'est compliqué parce que derrière, ces essais, ils ont beaucoup d'intérêt. Ils avaient beaucoup d'intérêt. Il faut vraiment. Alors, on discute entre nous beaucoup. On discute. Il y a un rapporteur. Il y a 3 rapporteurs pour un dossier. On discute entre nous parce que prendre des décisions comme ça se fait pas tout seul. Et c'est l'ensemble du comité d'éthique qui vote pour accepter avec modification bien précise ou refus. Alors il y a 2 collèges, là il y en a un peu plus maintenant, ça date un tout petit peu, il y a plus de monde. Le collège 1, c'est ce que je vous disais, c'était plutôt scientifique et technique, il y a des médecins, et voilà, donc moi je suis dans le collège 1, bien évidemment, et il y a on a 3 biostatisticiens actuellement, je crois. Et le collège 2, alors c'est la population générale, il y a des gens qui vont être des spécialistes de sciences sociales et humaines, il va y avoir des juristes, il va y avoir des représentants d'associations de patients, des psychologues, des assistantes sociales, tout un ensemble de gens qui représentent le monde non médical et non scientifique. Et ces 2 collèges ont le même poids
dans les décisions. Et ils ont le même nombre de membres. Donc, c'est dire que c'est pas des dictates scientistes. Hein. Les réponses et les recommandations des comités d'éthique, c'est sérieux et ça prend en compte énormément de facteurs. Et je peux vous dire que les gens du collège 2, ils sont très stricts pour ne pas faire des études si ils pensent que il y a un petit risque. Alors des fois, on dit bon quand même. Après, c'est très subjectif, hein, la notion du risque. Alors on discute, hein, on discute. Mais des fois, on se dit quand même, oui, mais si on a telle réponse à telle situation, ça va quand même dépanner un paquet de patients. Voilà, donc il y a des cas extrêmement difficiles à trancher. Alors, ce qui est essentiel hein, en recherche clinique, c'est informer le patient avec une note d'information détaillée et intelligible pour lui, et qu'il signe un consentement éclairé. Des fois, c'est un consentement, c'est une déclaration de non-opposition à l'étude, qui n'est pas le consentement, mais bon, après, on est dans les finesses. Et il faut absolument que le patient ait compris tous les risques et tous les bénéfices, qu'il ait bien compris l'étude, il sache qu'il puisse se retirer de l'étude quand il veut, et que la confidentialité sera assurée, et que ces données vont être en accord avec le RGPD, et qu'il y a une confidentialité totale, on va anonymiser, on va pseudonymiser, etc. Un petit mot sur race et ethnie. Alors, c'est un problème un peu délicat, parce que vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de mentionner la race ou l'ethnie ou l'origine ethnique des gens. Et c'est très embêtant parce qu'il y a quand même des différences. Et ça veut dire que ces gens-là, on les prive peut-être de la prise en compte d'une spécificité de quelque chose qui leur est propre et qui serait intéressant pour eux d'avoir. Donc, alors il y a des exceptions, hein, bien sûr. Il faut avoir des raisons extrêmement solides pour recueillir quand même dans un protocole ce genre de données. Mais ça fait partie donc de la partie éthique. Parce qu'il y a des différences biologiques des fois majoritaires, hein, c'est pas tout le monde. Alors il faudrait qu'il y ait de la recherche indépendante un peu plus peut-être. Là, les hôpitaux, les universités peuvent monter des études, les associations, hein, les associations cancer du sein ou le ORTC, la grande association européenne de cancer, ils font des grosses études. Hein. Voilà, donc c'est bien d'avoir ça. Alors le contexte sociétal, bon, on est dans une société qui a tous les problèmes que vous connaissez bien. Hein. Il y a de la désinformation, il y a du complotisme, donc il va y avoir tout un ensemble de choses autour de la recherche clinique qui va être utilisée de façon mal intentionnée. Un des grands problèmes que je vois moi surtout, c'est la communication trop rapide d'essais en cours pour lesquels on a des résultats intermédiaires, par exemple. On commence à en parler. C'est de la folie de faire ça. Et des fois, c'est les chercheurs qui le font, hein. Mais souvent, ça va être d'autres, des gens qui ont eu vent du truc et puis qui en parlent. Ils font les malins et ils commencent à vendre des soupes et des trucs en se basant sur cette science. La science est exacte, mais par contre, après, il y a les dérives. Alors, la désinformation, c'est clair. Donc, il faut attendre, il faut savoir être patient, être sûr que les choses soient validées, soient bien assurées avant de communiquer dessus. Et ça, c'est une vraie plaie. Hein. On parle beaucoup trop vite, vous voyez tout le temps. Ah, ça y est, un truc miraculeux. Alors, miraculeux, c'est pas un terme médical, etc. Non, 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 non. Et puis le complotisme, hein. Il y a beaucoup de complotisme hein, par rapport à la Big Pharma, par rapport à tout ce qu'on veut, le gouvernement, tout ça. On a servi les populations, je vous dis pas. Les controverses sur les vaccins, là, je peux vous en parler pendant des heures. Il y a de quoi faire. Les essais cliniques, que j'appelle les essais cliniques foireux, ben, les essais selon Raoult, c'est un poème quand même, parce que c'est un cas quand même, hein. Et il n'a pas fait que son histoire de ses premiers 26 patients observationnels avec hydroxychloroquine et 6 seulement avec azitro, non comparative, sans évaluation clinique, et en ayant sélectionné les patients, en ayant enlevé ceux qui allaient mal. Ouais, le, le truc est une non déclarée. Enfin, là, on est dans des trucs hallucinants. Et il en a fait plein d'autres. Hein. Mais il est aussi dans la tuberculose, dans les fièvres recul prolongées. Il a fait des essais cliniques complètement en dehors des clous. Hein, et complètement en dehors justement de ces garde-fous éthiques dont on a parlé. Fourtillan, alors lui, c'est Jean-Bernard Fourtillan, c'est un professeur de pharmacologie de Bordeaux, qui était un type très très bien. Moi, j'ai travaillé avec lui il y a plusieurs dizaines d'années. Il était très très bien. Puis il a déraillé de façon mystique et un jour il a une révélation qu'un dérivé de la mélatonine qu'il appelait la valentonine pouvait agir pour différentes raisons sur le Parkinson, Alzheimer, tout ça. Donc il a fait un essai sauvage dont on a parlé dans une communauté religieuse où il a eu une révélation un soir mystique. Quelqu'un lui a dit de là-haut que ça marcherait. Alors, il y a cru et il dit, bon, on n'a pas besoin de comité d'éthique, on n'a pas besoin de faire les choses. Je fais les trucs parce que j'y crois et j'ai la conviction que ça va marcher. Et il l'a fait avec la complicité d'Henri Joyeux, d'ailleurs. Montagnier, alors, bon, pareil, c'est un poème. Il y a plusieurs histoires. J'en parlerai si vous avez des questions dessus et d'autres. Voilà. Et puis la question des interventions non médicamenteuses, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si on peut arriver à voir quand même
parmi les choses que nous mettons dans les pseudomédecines, ou les médecines complémentaires, ou les médecines de confort, ou les médecines douces, tout ce que vous voulez, tous sont des mauvais termes, et qu'on voit des choses qui valent le coup dont la validité est prouvée, bah écoutez, on prendra, hein, on sera content. Voilà, j'ai fini, cher ami. Eh bien, écoute, voilà, mon micro est remis. Un grand merci, Gilles. C'était absolument passionnant. Tu nous as parlé en scientifique et en homme d'expérience. Donc là, on va se donner. Je vois qu'il y a des questions hein, qui sont apparues. Jean-Claude va donc prendre la parole pour les questions. Alors, j'ai une première question, peut-être la première. Pour les non-initiés, est-ce qu'on peut préciser la signification du double aveugle? C'est un peu la base, mais je pense que ça serait utile Oui, de le ou repréciser. double insu, on dit des fois. À double aveugle. À partir du moment où on sait très bien qu'il y a des biais et que l'interprétation, soit par le patient lui-même, de ces symptômes peut être biaisée. On verra bien, il n'y a pas que l'effet placebo, il y a beaucoup plus loin encore derrière l'effet placebo, et qui va lui-même peut-être être influé, ou va peut-être prendre son traitement différemment, si c'est, enfin, il peut être influé d'une façon ou d'une autre, dans des choses qu'on ne connaît pas en plus. C'est cet inconnu qui est terrible. Donc c'est mieux qu'il sache pas ce qu'il a. Hein. Donc, et par ailleurs, il y a l'équipe soignante, hein, il y a la personne qui est l'investigateur, et même le personnel infirmier, tout ça. S'ils savent le traitement, au moment des critères de jugement dans leur comportement par rapport aux patients, ils vont avoir un comportement biaisé s'ils savent que c'est un placebo ou s'ils savent que c'est... Et ça, pour tuer ça, on fait du double aveugle. Alors, c'est compliqué le double aveugle. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un produit à l'essai qui est en comprimé, eh bien, vous allez faire des comprimés identiques visuellement dans lesquels il y aura rien. Enfin, il y aura du sucre. Comme des globules d'homéopathie. Ça ne sera pas détectable ni par le patient ni par l'investigateur. Ça, c'est le double insu. Alors des fois, on peut pas. S'il y a un produit injectable, alors s'il y a un produit injectable et un produit oral, ça arrive. Dans ce cas-là, on fait du double aveugle quand même, hein, normalement. C'est-à-dire qu'on va faire un double placebo. On va faire un placebo de l'injectable et un placebo du comprimé. Donc les patients, ils vont avoir droit à tout. Alors, deux questions qui sont peut-être liées, donc je livre les deux à la queue leu. Comment est décidé ou non de faire des essais cliniques sur un sujet particulier? Et deuxième question, donc toujours plutôt sur le processus, qui décide et comment passer d'une phase de développement à la suivante? Voilà les deux questions. Comment on décide d'un essai et comment on passe Ça se passe au niveau, alors c'est bien évidemment le promoteur a un rôle clé. Le promoteur, il n'est pas tout seul. En général, il y a un advisory board, hein, comme on dit en anglais. Il y a un conseil scientifique. Hein, il y a tout un comité de pilotage. Il y a tout un ensemble de groupes. Moi, j'en ai constitué des internationaux parce que avec les meilleurs, parce que ces gens-là, ils vont accompagner le projet. Ils vont accompagner le projet, on les réunit, on regarde les résultats intermédiaires, on regarde la safety, on regarde les effets secondaires, on regarde tout ça, et à un moment donné, il faut qu'il y ait un consensus. Et alors le consensus, au niveau du promoteur, bien évidemment, des investigateurs, l'investigateur principal. Il y a toujours un investigateur principal dans une multicentrique, il y en a un qui coordonne un peu les autres. Hein, il y a plus d'autorité d'ailleurs en général. Et puis tous ces gens-là, ils vont dire, bah oui, c'est bon, on peut passer à la phase suivante, hein, notamment passer de la phase 2 à la phase 3. Mais ça suffit pas, puisque derrière, il y a quand même, on va faire des essais dans la phase 3. Donc il y aura la NSM et il y aura les comités d'éthique. À chaque fois, à chaque étude, on remet le couvert. Et on arrête, hein, des fois on arrête. Alors, j'ai deux questions qui sont liées. Alors déjà, je tiens à préciser, Gilles, que votre compagnon, votre chien a un certain succès parmi l'assistance. Mais bon, Oui. voilà. Alors, j'ai deux questions qui me semblent-ils aussi en proximité. La première de Patrick, est-ce que la différence de réaction à des essais cliniques entre hommes et femmes est suffisamment recherchée? Et deuxième question, quid de la MBC différenciant les études et à terme les traitements pour les femmes versus les hommes, les jeunes versus les plus âgés, etc. Donc, il me semble que les deux sujets sont... Attends, la MBC, j'ai pas... La MBC, oui. C'est quoi la MBC? Alors, je ne sais pas comment c'est. Je pense que Non, c'est... parce que moi j'ai défini, c'est la médecine basée sur les croyances. C'est un terme à moi en fait. C'est un Ah, terme à moi, d'accord. mais là je pense qu'il voulait dire la médecine basée sur les preuves plutôt. Certainement. Oui. Alors, donc, pour parler des hommes et des femmes, bah oui, on regarde ça, bien évidemment, ça fait partie des grandes différenciations. Et là, au moins, on a le droit de demander aux gens de quel genre ils sont quoi, que ça devient un peu plus compliqué. Et il faut maintenant prévoir des cases en disant si peut-être homme, peut-être femme, ou peut-être les deux. Enfin, bon, ça complique. Mais enfin, c'est très marginal au niveau statistique. Donc oui, bien sûr, on regarde ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand j'étais dans des groupes d'études, des groupes de réflexion panasiatique, où on réfléchissait aux particularités ethniques entre un japonais, un indonésien, un philippin, un thaïlandais ou je ne sais pas quoi, je parle même pas du sous-continent indien, c'est encore autre chose, eh bien on se disait, oui mais
dans toutes les données qu'on avait, la différence homme-femme était plus importante que la diversité ethnique et culturelle, en fait. Et donc, bien sûr, il y a des comportements qui peuvent être très différents. Et on le regarde toujours, bien évidemment. Alors après, ça veut dire qu'on va après étudier séparément le groupe homme et le groupe femme pour voir s'ils ont les mêmes taux de réussite et les mêmes effets secondaires. Alors ça, c'est toujours embêtant parce que on a calculé la taille de l'échantillon sur l'ensemble de la population. Et dès qu'on va faire des sous-groupes, on va faire c'est des stratifications qu'on doit avoir prévues dès le départ. Eh bien, on va avoir une puissance statistique qui va baisser, qui va chuter terriblement. Donc, on n'a pas le nombre de sujets suffisant. Donc, on aura plutôt des indications. Hein. Donc, c'est très précieux parce que on peut avoir pas mal de patients quand même. Et si on a l'impression qu'il y a quelque chose, mais on est au niveau de l'impression là, le risque alpha, bêta là, ils sont dans les choux. Eh bien, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Eh bien, dans ce cas-là, on va peut-être programmer des études spécifiques dans ce cas-là. On a eu l'idée. Mais bien sûr, on regarde ça, c'est évident. Alors, une nouvelle question. Bernard a bien corrigé, hein, il voulait bien parler de la médecine basée sur les preuves. C'était une sorte de lapsus écrit. Quid dans la médecine basée sur les preuves dans le cadre des prescriptions complexes de, par exemple, plus de 5 molécules? Pour une même maladie? Par Parce exemple. non, mais il y a des gens qui ont plusieurs molécules, mais pour des maladies différentes. Hein, ils ont leur traitement, maladie au long cours, etc. Bah, dans ce cas-là, c'est les interactions médicamenteuses qu'on regarde. Hein, et ça fait partie du développement de la recherche clinique. Ouais, pas détailler tout, mais on va toujours rechercher des interactions médicamenteuses, surtout avec des médicaments qui sont réputés être utilisés dans la pathologie en question. Hein. On va pas chercher une interaction avec tous les médicaments possibles, mais si vous êtes dans une hypertension artérielle, un produit miraculeux, si je peux dire, je suis pas sérieux quand je dis miraculeux, eh bien, on va comparer à d'autres antihypertenseurs ou peut-être à des produits qu'on donne à des hypertendus. Hein. Mais voilà, ben, bien sûr, ça on le fait. Alors après ça, quand on fait une étude, on peut faire une étude sur une association de produits, hein, et non pas sur un produit tout seul. Si on pense qu'un produit ne sera efficace qu'en association, par définition, prenez par exemple l'augmentin, amoxicilline, acide clavulanique, l'acide clavulanique, qui n'a pas d'effet anti-infectieux. Il restitue à l'amoxicilline son effet, hein, en étant inhibiteur de bêta-lactamase. Donc, s'il faut faire les deux, bah, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Là, dans le cas de l'augmentin, on va faire qu'un essai, puisque l'autre. Mais si vous avez deux traitements actifs, par exemple, comme on a vu dans le sida, les trithérapies, etc., eh bien, il faut qu'on fasse quand même une étude de chaque produit séparément. On n'aime pas aller d'emblée dans l'association. Parce qu'on aime bien quand même décortiquer et savoir ce qui se passe. Une question de Mila qui aimerait connaître votre point de vue sur les DU proposés en France et en recherche clinique pour les paramédicaux, les infirmiers, les kinés, etc. Ouais, je les connais pas, je sais pas. Moi, je pense ils sont sûrement de très bonne qualité, hein. Oui, alors ça mène à des métiers, notamment d'infirmiers, infirmières ou d'attachés de recherche clinique. Il y a des boulots très intéressants, hein. Mais franchement, je ne sais pas. Les CPP font-ils partie de ceux qui autorisent l'incrémentation des phases de l'étude? Ah non, mais le CPP, il va se prononcer pour un essai donné, qu'il soit dans une phase ou une autre. On a de tout, nous, on a de la phase 1, de la 2, de la 3, de la 4. C'est-à-dire qu'un produit, on a de tout. Hein. Lui, il se soucie pas de la phase. Si, bah, il va s'en soucier, mais il regarde tous les essais cliniques, quelle que soit la phase. Donc, je comprends pas trop la question. Comment voyez-vous les recherches cliniques concernant les troubles mentaux pour lesquels des thérapies sont comportementales et non biochimiques? Oui, c'est plus compliqué. Alors, on a des outils quand même, hein. Il y a des scores, il y a des échelles, il y a des outils. Le problème, c'est quoi? C'est l'évaluation de l'efficacité. C'est ça la question. Après Oui, ça, la question était, il semble qu'il n'y a jamais, quasiment jamais de grade A. oui, parce que oui, il y en a pas beaucoup parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Les critères, quand on a des critères d'imagerie, par exemple, hein, on voit la tumeur, elle a régressé, on la mesure, elle a régressé, ou un diabète qui est contrôlé alors qu'il l'était pas, ou des choses comme ça, on peut mesurer relativement l'effet. Et c'est vrai que quand on est quand les endpoints, c'est-à-dire les critères principaux euh, sont subjectifs, sont comportementaux. Subjectifs, on essaye de les rendre objectivables et mesurables surtout. Il faut rendre mesurable si on veut comparer. Donc, de toute façon, on passe par des scores. Et à ce moment-là, bah, on fait des études. Alors, c'est plus compliqué et peut-être que les milieux dans lesquels
ça se passe, sont moins habitués peut-être à la méthodologie des essais cliniques, mais cela dit, il y en a beaucoup. Alors, et on a plus de mal à trouver peut-être des produits efficaces aussi, hein. Cela dit, bon, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on cherche et on trouve pas, hein. Il suffit pas de mettre beaucoup d'argent dans un domaine pour arriver à trouver des trucs miraculeux. On voit bien dans les vaccins anti-VIH, anti-palu, tout ça, on n'en trouve pas. C'est pas faute d'investir énormément. Et il y a et Alzheimer et plein d'autres sujets. On cherche, on met énormément d'argent et on trouve pas. Donc, et alors que là, on peut objectiver quand même, relève un peu plus. Mais dès qu'on est en psychiatrie, on va parler de pathologie bipolaire, borderline, de schizophrénie, de je sais pas quoi, on va avoir des critères qui vont être un peu compliqués. C'est pour ça qu'on recherche beaucoup dans ces maladies des biomarqueurs, hein. Il y a énormément de recherches de biomarqueurs et on fait des tests compagnons dans ce cas-là. Et les biomarqueurs, et notamment ici, à Montpellier, il y a beaucoup de recherches dans les biomarqueurs, dans les maladies neurodégénératives et psychiatriques. Et si on arrive à trouver des produits circulants qui faciles donc par biopsie liquide, hein, par prise de sang, qui peuvent permettre de diagnostiquer et de mesurer et de regarder suivre l'évolution sous traitement, ah ben, c'est extraordinaire. Donc on recherche ardemment ce genre de marqueurs. Y a-t-il des essais cliniques qui ne peuvent se faire par manque de patients volontaires? Bah, c'est toujours un problème, hein, le recrutement. D'ailleurs, c'est un sujet en soi, là, la question du recrutement. Bah, des fois, c'est pas qu'ils vont pas se faire, c'est qu'ils vont durer très longtemps. Et c'est pour ça que nous, c'est une chose qu'on regarde, hein, au CPP. Moi, quand je regarde un protocole, je suis rapporteur d'un projet. Je regarde, mais attendez, là, vous avez 3 centres, vous voulez avoir tant de patients, vous y arriverez pas. Vous y arriverez pas, parce que parmi tous les gens qui entreront dans vos critères, il y en a qui voudront pas. Il y en a... Puis il y a les perdus de vue. Ah oui, j'ai pas parlé. Quand des gens arrêtent en cours d'études, ça met un peu le bazar au niveau de l'interprétation des résultats. C'est pour ça qu'on essaye surtout de bien les suivre et qu'il y en ait le moins possible. Parce que s'ils ont arrêté le traitement, s'ils sont sortis de l'étude, pour quelle raison? C'est peut-être parce que ils le supportaient pas, ils l'ont pas dit. On n'en sait rien. Donc ça crée un biais très très grave, hein, en termes d'études des résultats. Donc voilà, j'ai un peu dérivé là dans la réponse à la question. Qui juge et comment qu'un effet indésirable d'un traitement est à un niveau acceptable et quelle place faite au patient dans cette appréciation? Bah, c'est le patient qui va. Bon, si c'est. Bon, ça dépend si c'est un truc qui se mesure biologiquement, ça, le patient il dira ce qu'il veut, mais si c'est les enzymes hépatiques qui montent au plafond, et même s'il va bien, on dira c'est la biologie, hein, le critère. Sinon, bah, le patient bien sûr, hein, souvent. Alors si on parle de douleur par exemple, c'est quand même un des critères d'effet secondaire importants. On va avoir des échelles, ce qu'on appelle les EVA, les échelles visuelles analogiques, où le patient va dire de 0 à 10, vous connaissez ça, le niveau de douleur. Et on va avoir beaucoup de scores. Ça, c'est le plus simple. Mais il y a beaucoup de critères comme ça où on va essayer d'évaluer, de transformer le subjectif en objectif. Mais bien évidemment, ça, c'est le patient qui décrit ce qu'il ressent, hein. Et après, alors, alors c'est défini. Il y a différents types d'effets indésirables. Il y a les EIG surtout qu'on cherche, les effets indésirables graves. C'est cela le vrai problème. Il y a les rares et il y a les inattendus. Il y en a qui sont attendus parce que ça fait partie de l'effet biologique du produit pharmacologique. Donc on sait qu'on aura des problèmes de tel niveau. Après, plus ou moins, hein. Mais il y en a qui sont complètement imprévus, hein. L'histoire du Mediator avec les valves cardiaques, franchement, je sais pas qui pouvait le prévoir. Donc c'est compliqué. Donc on s'intéresse aux imprévus. Ceux qui sont prévus, bon, on les attend, on les mesure, on regarde comment on peut les gérer. Et si on ne peut pas les gérer, ben on arrête le produit, point barre, hein. C'est pas compliqué. Et s'ils sont graves, trop graves, c'est plus embêtant, hein. Donc les EIG, on les regarde comme en pharmacovigilance d'ailleurs, hein, quand un produit est sur le marché, il y a la déclaration des effets indésirables graves est très particulier, et là on va alors en général, quand on a des risques d'intolérance, on va créer un board spécial pour étudier la sécurité. C'est un comité d'études de suivi de la sécurité du traitement, des gens spécialistes de ça qui vont suivre, qui sont indépendants de l'étude, hein, et qui vont étudier les cas et qui vont à un moment dire stop, faut peut-être pas faire l'étude, hein. Et d'ailleurs, on met des fois des go-no-go, hein, dans une étude clinique. On va dire à partir de tel seuil de problème, on s'arrête, on regarde. Alors quand on a un double aveugle, c'est toujours compliqué parce que il faut lever l'aveugle, hein, pour savoir. Donc, s'il y a deux traitements, un traitement de référence, le traitement classique et un autre, et puis qu'il y a des effets secondaires, plus d'effets secondaires dans un des deux groupes, c'est lequel? C'est celui qui a le traitement. Allez,
Donc il va falloir lever. Alors la levée de l'aveugle, c'est une décision spéciale, collégiale, et qui est faite toujours par des boards indépendants. Hein. Le promoteur, il s'encourt toujours de gens, de spécialistes, et qui vont prendre la décision. Alors lui, il est derrière, bien évidemment. Enfin, c'est pas lui qui décide, hein, parce que il est pas suicidaire. Hein. J'ai l'impression que votre réponse a inspiré une autre question. Ah. Est-ce qu'un patient participant à une recherche a droit à la communication de ses résultats, surtout s'il y a eu un problème? C'est-à-dire qu'il n'aura pas... Non, s'il y a un problème de tolérance, c'est sûr qu'il sera suivi et il sortira de l'étude peut-être, ou il sera suivi spécifiquement. Donc il saura ce qui se passe individuellement. Sinon, les résultats de l'étude, ils sont pas individuels, ils sont collectifs. C'est un peu ce que j'ai dit au début. On est dans du collectif. Alors après ça, on ne donne pas à chaque patient, si vous avez 2000 patients dans une étude, on va pas donner à chacun un petit compte-rendu sur son cas à lui. Cela dit, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que, je sais pas, je crois pas que le cas se pose fréquemment. Hein. Ah oui, une chose très importante, c'est quand l'étude est terminée, il faut s'occuper des gens qui étaient dans l'étude. Notamment, si ils étaient sous un traitement qui s'est trouvé plus efficace que l'autre, on a l'obligation morale de lui fournir le traitement sous lequel il était, quand il est commercialisé, dès que c'est possible, dès que c'est au niveau légal possible. Bon, il y a beaucoup de façons qui permettent d'avoir des autorisations temporaires, les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation, notamment dans les maladies rares, où on utilise ce genre de choses des réglementations qui permettent de pas attendre trop et laisser les patients mourir alors qu'on a une solution, quoi. Le suivi, après, c'est très important. On laisse pas tomber les patients comme ça, ou sinon, c'est un drame, hein. C'est totalement interdit. Ça, c'est grave de laisser tomber le patient. Existe-t-il encore ou peut-il exister de nouveaux médicaments qui ont insuffisamment fait preuve de leur efficacité? Dans ceux qui sortent maintenant, bah, c'est un peu difficile quand même. Hein. C'est difficile parce que il y en a qui sont sortis avec une efficacité nette. On a vu ça, les fameux 3 produits utilisés dans Alzheimer, qui avaient été acceptés par la FDA, tout ça, ils montraient un avantage d'efficacité nette. Ils avaient des effets secondaires, mais enfin ça allait. Ils avaient été autorisés par la FDA, mais pas par l'Union européenne. Et après, après, ils sont sortis parce que c'était limite. C'est presque une question d'équipoise. Ils étaient un peu limite. Et la différence n'était pas spectaculaire, mais quand même pour les patients, ils disaient attendez, s'il marche un peu mieux, moi je veux ce produit, quoi que vous dites, hein, parce que les patients ils font pression quand même pour que les produits soient commercialisés quand ils sont dans la panade et que leur problème n'est pas réglé. S'il n'est pas efficace, il peut pas être moins efficace quand même, parce que on demande pas qu'il soit égal quasiment, on demande qu'il soit supérieur. S'il est égal, c'est un problème, parce que là, d'abord il aura un prix très mauvais, hein, parce qu'après il y a le prix, hein, et le prix il est basé sur l'ASMR, la mesuration du service médical rendu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte, et là vous avez la revue Prescrire par exemple qui s'occupe de tout ça, et c'est la commission de transparence qui fait partie de la Haute Autorité de Santé maintenant, c'est elle qui va décider du prix du médicament avec les partenaires sociaux, avec les payeurs, la Sécu, tout ça. C'est pas le promoteur, c'est pas l'industriel hein, qui fixe le prix, qu'on le sache. Et s'il y a aucune valeur ajoutée par rapport à ce qui existe, bah, on va dire bon, ok, il est conforme, donc on va peut-être l'accepter, on va peut-être le mettre sur le marché, mais il aura un prix de générique, quoi. Il aura un prix de merde, donc du coup, ça vaut pas le coup de le développer ni de le mettre sur le marché. Mais s'il est moins efficace, il s'avère qu'il est moins efficace, ça veut dire qu'on a vraiment très mal travaillé. Donc moi, c'est pas des cas, je pense qu'il faut vraiment prendre en considération parce que c'est théorique. Hein. Et je terminerai par cela. Il y a une question et une remarque. Que pense notre conférencier de ses confrères mopédérains qui utilisent des huiles essentielles sans ouvrir le flacon? Il y a eu un communiqué de l'AFIS et de Nofecmed à ce sujet aujourd'hui, je crois. Voilà, et ça sera, je crois, les questions de la fin. Bah, d'abord, ou alors si vous permettez, ouais. si tu permets, Gilles, tu vas répondre à cette question qui sera la question de la fin. Tu peux dire juste un petit mot, tu as évoqué la pharmacovigilance une fois ou deux, un mot de l'organisation générale de la pharmacovigilance en France. Oui, mais c'est tout un boulot quand même. C'est un métier, la pharmacovigilance. Oui. C'est ce qu'on appelle les pharmacovigilants. Vous avez des centres régionaux de pharmacovigilance et un centre national. Et ils s'occupent de faire remonter, et les médecins, et depuis quelques années, les patients peuvent déclarer les effets secondaires. Avant, c'était que ça pouvait passer par des professionnels de santé. Maintenant, les patients peuvent déclarer eux-mêmes en ligne leurs effets secondaires. Donc après, il en arrive de toutes sortes, hein, des tonnes. Et là-dedans, il y a de tout. Hein. Il y a à boire et à manger. Donc, il y a un travail d'analyse pour voir ce qui est réellement pertinent. Donc, il y a des équipes qui font ça. Et c'est un travail très compliqué, la pharmacovigilance. Parce que derrière la pharmacovigilance, il y a l'imputabilité, hein, la causalité. Et ça, c'est un travail horriblement compliqué. Moi, j'avais formé les spécialistes du gouvernement chinois à Pékin à la pharmacovigilance quand j'y étais. Ils connaissaient pas trop. J'avais fait la grande spécialiste de la pharmacovigilance en France et j'avais fait des séances de formation pour tous les gens dans les provinces, etc., en charge de pharmacovigilance. C'était superbe. Ils partaient de zéro. Hein. Je vais poser la question. La question de la fin.
Oui, pardon? Oui, je t'ai posé la question simplement pour que tu dises précisément ce que tu as dit, à savoir qu'aujourd'hui, les patients eux-mêmes peuvent faire une Oui, oui, déclaration de oui, oui. Bah, ça, pharmacovigilance. Voilà. oui. Mais sinon, c'est extrêmement structuré, hein, Oui, et très je sais. professionnel. Il y a des formations, il y a des trucs. C'est pas, on fait pas ça comme ça, au doigt mouillé, hein. Alors, La question de la fin, c'est? Ah oui, les huiles essentielles. Alors d'abord, c'est pas bien de dire les médecins ne font pas lire un, parce que c'est une stigmatisation, une généralisation qui est pas du tout rationnelle, ni fair play, ni esthétique. absolument. Quand même des fois, il se passe des choses bizarres à Montpellier quand même, hein. Bon, à fac de lettres. Bon, peu importe, oui, le master de management vibratoire et quantique, ça a été quand même ces dernières années. Enfin bon, il y a des choses bizarres, mais comme partout, comme partout. Non, mais l'essentiel déjà là-bas, on n'a jamais démontré que ça servait à quoi que ce soit, sauf à parfumer un peu la maison, ce qui est pas mal à ce moment-là, hein. Et par ailleurs, bien sûr, si on n'ouvre pas le flacon, je pense que ça ne change strictement rien, qu'on l'ouvre ou qu'on l'ouvre pas, en termes d'efficacité. Par contre, ça peut être dangereux, hein, les huiles essentielles, faut faire gaffe. C'est une question pour Oui. rigoler, mais Je pense, si tu en es d'accord, Jean-Claude, et si tu en es d'accord, Gilles, on peut en rester là ce soir. Et on a déjà beaucoup abusé de ton savoir, de ton expérience, Gilles, et de ton humour aussi. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu beaucoup de commentaires qui sont arrivés, très intéressants, excellents, passionnants, etc. Et des compliments également sur ton chien, y compris venus des Pays-Bas. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!